La présentation que je vais faire, on va essayer d'être entre 45 minutes, 1 heure, normalement, c'est à peu près le temps qu'il va falloir, pour brasser le sujet de ce soir. Pour avoir une idée, l'idée de cette présentation, c'était vraiment de brasser large, d'offrir un maximum de portes d'entrée aux personnes. Donc, on n'entrera pas forcément dans des détails particuliers sur des aspects techniques ou autres, mais pour moi, le but, c'était vraiment pour des personnes qui n'ont pas forcément de connaissances sur l'architecture en terre crue et sur ce matériau-là, de pouvoir le faire découvrir la variété en fait, de ce qu'il peut apporter. Donc voilà. On va faire un premier point sur le sommaire pour que vous ayez une idée un peu du parcours qu'on va avoir ce soir. Tout d'abord, on va essayer de comprendre ce dont on parle, qu'est-ce que c'est que la terre crue. Ensuite, on aura un bref rappel historique. On verra donc les techniques principales qui existent sur ce type de construction. On va faire un tour des différents patrimoines, que ce soit mondial, français et champenois, pour voir les différents types d'architecture qui en découlent. On verra aussi pourquoi en fait on doit, ou on pourrait, ou on devrait construire en terre aujourd'hui, et en tout cas quels sont les bénéfices. On verra en quoi ce matériau peut être un matériau moderne. On fera un point rapide également sur la filière de la terre crue en France et sur les normes qui s'y rapportent dans le monde de la construction. Et enfin, pour terminer, une grande surprise, donc j'espère que vous serez encore là à ce moment-là. Voilà. Alors déjà, une première question, vous pouvez répondre sur le chat, vous pouvez aussi juste vous poser la question personnellement, c'est qui a déjà vu en fait des constructions en terre crue? Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà vu ou est-ce qu'il y en a qui n'en ont jamais vu? Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'on ne peut pas construire avec ces matériaux-là? Ensuite, la deuxième question, comme on est basé en Champagne-Ardenne, la question subsidiaire, c'est qui pense qu'il y a de la terre crue en Champagne pour les personnes qui y habitent ou même les autres? Est-ce qu'on a déjà entendu parler de construction en terre crue en Champagne? Pour pouvoir vraiment aller dans le sujet, déjà, il faut comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce que la terre crue? Alors, pour commencer, la terre crue, c'est quelque chose qu'on pourrait dire qui est assez simple. C'est la terre. Nous, dans le monde du bâtiment, on va appeler ça la terre à bâtir. C'est la terre qu'on va utiliser. C'est la terre qui est sous nos pieds. Et donc là, pour imager avec une photo et un schéma, on distingue différents types de terre en fonction de la profondeur à laquelle on va creuser et surtout en fonction de sa composition. En général, la terre qu'on a sous nos pieds, où il y a l'herbe qui pousse, c'est ce qu'on appelle l'horizon A, et c'est ce qu'on voit sur la photo, la partie qui est plus sombre là. En général, c'est l'humus, c'est une partie qui est assez sombre, qui est composée de matière organique. Cette terre-là, on ne va pas l'utiliser dans le monde de la construction, parce qu'elle va être amenée à évoluer dans le temps, avec des matériaux qui vont se décomposer, qui vont changer. La terre qui est en dessous, là, on voit sur la photo, c'est une terre qui est plus claire, et qui correspond à l'horizon B. C'est une terre qui est de nouveau inerte, en fait. Et c'est celle-là dont on va avoir besoin de se servir. On voit sur la photo là que la partie sombre, elle est assez fine. Et ça, c'est vraiment différent dépendant des endroits où on va se trouver. Des fois, il va falloir creuser à 1 mètre de profondeur. Et des fois, on l'a vraiment très peu profond. Donc voilà, donc c'est cette terre-là, ce soir, qui nous intéresse. Donc la terre à bâtir qui se situe sous la terre végétale. Cette terre-là, quand on parle de terre, c'est une matière qu'on appelle composée en grains. Sur la droite, on a un schéma qui l'explique assez bien. Ces grains-là, en fait, c'est juste différentes tailles. On a les plus gros, donc qui se situent en haut à droite, qui vont être des cailloux. Et ils sont rangés en fonction des tailles, donc les cailloux entre 2 et 20 cm. Ensuite, juste en dessous, on a des graviers. Puis on va avoir des sables. Des sables, on arrive encore à les voir à l'œil nu, hein, c'est ce qu'on a sur la plage. Et ensuite, les deux catégories suivantes, les siltes et les argiles, c'est des tailles qu'on ne distingue plus à l'œil nu. En tout cas, la terre, c'est le mélange de ces... alors là, je suis désolé, j'ai un téléphone qui sonne que je ne vais pas pouvoir couper. C'est un mélange de ces différents grains. Ces grains, ils sont en proportion variée en fait en fonction de la terre qu'on va avoir. En fonction des territoires où on est et du sol qu'on va creuser, la proportion des cailloux, des graviers, etc. va varier. Et cette composition en fait va donner à la terre des caractéristiques qui sont différentes. Donc voilà, en tout cas, la terre dont on parle ce soir, c'est une terre qui est composée de différents grains, de différentes tailles. La partie la plus fine, c'est l'argile. Et l'argile, en fait, contrairement à ces grains dont on parlait avant, on va parler de feuillets d'argile. Elles sont constituées sous forme de petites plaquettes. C'est les photos qu'on voit en haut à droite. On distingue un peu, c'est vraiment des éléments très fins. Et en fait, cette argile-là, c'est cet élément qui va donner à la terre son pouvoir de coller, de liant, une colle naturelle. Là, on va se référer sur le schéma qui est juste en dessous des photos. L'eau, en venant s'insérer entre ces plaquettes d'argile, en fait, va venir
les coller. C'est un peu l'image qu'on avait, pour ceux qui s'en rappellent, des plaques de verre qu'on utilisait quand on regardait dans un microscope. On mettait une goutte pour pouvoir observer les éléments. Et les plaques de verre, en fait, en la pressant avec la goutte qu'il y avait au milieu, elles étaient collées. C'est exactement le même phénomène qui se passe. Et pour décoller ces plaques, en général, on avait tendance à les glisser, parce qu'en les arrachant, on avait du mal. Donc voilà, donc, ce qu'il faut retenir, c'est cette matière en grain avec l'argile qui est le plus petit, qui va lui donner son pouvoir collant. C'est ce qu'on appelle, nous, un matériau de construction composite. On retrouve d'une part les granulats, donc tout ce qui est cailloux, gravier, sable et silt, et d'autre part le liant. On peut appeler ça aussi en fait un béton de terre. Le terme de béton, qui est un terme générique, c'est vraiment cette idée qu'il y a des granulats qui sont collés ensemble par un liant. Donc le béton de ciment, c'est le ciment qui va jouer le rôle pour coller ces agrégats. On peut appeler un béton de terre, qui est un béton du coup naturel, qui va venir coller ces éléments. Donc voilà, donc on voit sur les images en haut à droite les éléments de différentes tailles qui sont tous collés entre eux. Enfin, on a vu ce qu'était la terre, on parle de terre crue. La terre crue, c'est un matériau qui a séché naturellement au soleil. Et on le distingue de la terre cuite, qu'on a aujourd'hui peut-être plus l'habitude de voir dans le monde de la construction, qui, elle, en fait, a demandé un combustible pour monter en température très élevée et qui va lui donner, en fait, des caractéristiques différentes. Donc là, sur l'image, on voit vraiment la différence entre la terre cuite, qu'on a en soubassement, avec des briques cuites qu'on a l'habitude de voir, et sur la partie supérieure, ces gros blocs de terre crue, plutôt clairs. Alors la couleur claire, elle est donnée par les caractéristiques de la terre. Là, la terre est plutôt jaune pâle. On va retrouver aussi différents types de couleurs. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que la terre, en ayant séché naturellement au soleil, va pouvoir garder des caractéristiques que n'aura plus la terre cuite. Et ça, c'est des choses qu'on va voir un peu plus tard dans le déroulé. Donc voilà, la terre crue, c'est juste de la terre, des grains de différentes tailles, qui a séché au soleil. Un bref rappel historique, quand on parle de ce matériau-là, il faut savoir qu'en fait, l'homme a toujours bâti avec la terre. Ça fait partie des matériaux de construction premiers qu'on retrouve également avec le bois. Alors là, pour l'illustrer, il y a une photo de Çatalhöyük, qui est en fait un site archéologique et qui est une des premières villes en fait, qui a été construite. L'autre, c'est Jéricho aussi. On retrouve des briques de terre crue qui ont été moulées à la main. À Çatalhöyük, en Turquie, on a des briques, les premières briques ont été moulées à l'aide d'un moule qui était en bois. Donc voilà, juste pour rappeler qu'en fait, ce matériau-là, ça fait des milliers et des milliers d'années que l'homme construit avec. Et on va voir un peu plus tard, du coup, qu'il a pu avoir une diversité assez énorme, quoi. Donc la terre, comme je le disais tout à l'heure, c'est un matériau qui est composé de différents grains et qui varie en fonction des territoires. Et cette variation, elle a emmené en fait l'homme à devoir s'adapter. Parce que la terre, en étant composée de grains différents, en fait, se comporte de manière différente également. Ça a développé en fait des savoir-faire et des spécificités particulières, qui a enrichi l'architecture, les différents types d'architecture sur les territoires. Donc ça fait partie vraiment d'un patrimoine bâti culturel. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Donc là, je vous propose de passer en revue les grandes techniques de construction. Il faut bien garder en tête que ces techniques, ça représente en fait la manière dont la terre a été mise en œuvre. On va en voir on va voir 6 principales. Il faut garder en tête que dans la réalité, on peut avoir des centaines et des centaines de techniques variées. La première, qui est une technique porteuse, donc ça veut dire que le mur, la terre va porter la toiture du bâtiment, c'est un élément structurel, c'est la bauge, qu'on va retrouver du coup en Bretagne, en Vendée, en Normandie, en France. Donc on le voit sur la photo, là, c'est vraiment toute l'épaisseur du mur est faite uniquement avec la terre. Ensuite, la deuxième technique qu'on va retrouver dans le même principe monolithique d'un mur d'un seul tenant, c'est le pisé. Ça, c'est une technique qu'on va retrouver plus du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La différence entre ces deux techniques, c'est vraiment la manière dont ça a été mis en œuvre. Le pisé, en fait, la terre contient moins d'eau. Et en général, contient également des éléments plus grossiers. Voilà. On aura le temps peut-être dans les questions d'aborder plus en profondeur les techniques. Pour l'instant, je préfère qu'on passe sur l'idée générale. Ensuite, on va passer sous la forme des modules.
Donc là, on a ce qu'on appelle des adobes, qui sont des briques de terre crue, qui ont été moulées du coup dans des moules en bois et plus anciennement à la main également. Ça, c'est une technique qu'on retrouve en général dans le sud-ouest, dans la Haute-Garonne et autour du Tarn, mais qu'on a aussi également en fait dans la région de Champagne. C'est les deux grandes régions en France où on retrouve ces adobes. Ensuite, on a la BTC. Il y a un petit astérix dessus. C'est de nouveau une brique, mais c'est une brique compressée. Tandis que l'adobe a été juste moulée, là, c'est la terre, on va venir vraiment la compresser avec une machine, alors de manière mécanique ou pneumatique. Et c'est une terre aussi qui contient moins d'eau que l'adobe. On pourrait faire la même comparaison entre le pisé et la bauge, et la BTC et l'adobe. Donc le petit astérix qu'il y a sur BTC, c'est pour souligner le fait que c'est une technique qui, elle, date plutôt du milieu du XXe siècle. Et on n'en retrouve pas du coup en France de région particulière. Il y a eu des logements qui ont été réalisés à Mayotte dans les années 80, il me semble, où il y a je sais que 10 ou 15 000 logements qui ont été réalisés avec cette technique-là. En tout cas, voilà, il faut bien comprendre que les techniques qu'on vient de citer avant ont des milliers d'années d'existence. Celle-là, c'est une technique assez récente. Ensuite, on va passer dans des techniques dites de remplissage. Donc là, on n'est plus dans des techniques porteuses. La terre ne va plus porter le bâtiment. C'est bien un autre matériau. Et là, en l'occurrence, ça va être le bois c'est les structures et les poteaux en bois qui vont venir faire la structure du bâtiment. La technique de remplissage que tout le monde un peu a en tête, ça s'appelle le torchis. C'est un mélange de terre et de paille qu'on vient mettre en fait entre ces montants pour vraiment empêcher au vent de passer, etc. Donc le torchis qu'on retrouve un peu partout sur le territoire. On en voit dans tous les centres-villes anciens. Pour ceux qui sont originaires de la région Champagne, Troyes est un très bel exemple d'une ville en fait composée d'énormément de torchis. Enfin, une dernière technique aussi que je voulais aborder, donc toujours avec un astérix, donc pareil, un développement assez récent, qu'on appelle la terre allégée. Et là, ça va venir se mettre dans une ossature bois. Donc c'est un peu comme l'idée du torchis, sauf qu'en général, on va retrouver des montants de plus faibles sections et on va venir en fait insérer, bancher, en fait, venir travailler un mélange de terre très liquide avec beaucoup de fibres. Cette terre allégée, parmi les techniques qu'on voit là, c'est la seule qui vraiment a un pouvoir isolant. Les autres vont fonctionner de manière différente et je vais l'aborder plus tard dans la présentation. Ça va avoir plus un potentiel en fait d'inertie pour capter la chaleur. Donc voilà, on a passé en revue les grandes techniques de construction. Donc je vous propose de faire un petit tour d'horizon des différents types d'architecture qui ont été développés au fil du temps dans le monde et en France. On voit très bien sur la carte là, donc représenté en jaune un peu les aires de construction en terre crue. Donc on voit vraiment que c'est qu'on a construit partout avec. En sachant que dans les zones blanches, les zones grises, c'est des lieux où il y a une représentation moindre, mais qu'on peut tout à fait en retrouver également. Alors dans les présentations assez marquantes, il y a ce qu'on appelle les Toulouse, qui se situent en Chine et qui étaient des constructions réalisées entre le 15e et le 20e siècle. Pour vous donner une idée un peu de la taille de ces bâtiments, il faut savoir que c'était de l'habitation, mais que ça avait un but défensif également. Donc on retrouve une seule porte d'entrée qu'on retrouve sur la photo. Il n'y avait jamais de fenêtre au rez-de-chaussée, c'était toujours aux étages pour justement éviter les attaques. Ces bâtiments pouvaient accueillir jusqu'à, pour certains, 800 personnes à l'intérieur qui vivaient dedans. On voit très bien sur la photo à gauche en fait que c'est organisé autour d'une cour centrale. Et ensuite, on retrouve les étages sur les côtés. Donc voilà. Donc les murs que vous voyez sont des murs en terre crue, conséchés à l'air libre. Et ce qui porte le bâtiment, c'est vraiment que de la terre. On voit que certains ont été construits au XVe siècle, donc on commence à prendre conscience aussi de la durabilité que ce matériau peut avoir dans le temps. Ensuite, on a un exemple de la ville de Shibam. Là, on est au Yémen, donc 16e siècle pour les premières constructions. Il faut savoir qu'on peut monter jusqu'à 8 étages et à plus de 30 mètres de haut. Et donc là, c'est pareil. Ce sont des bâtiments qui sont composés uniquement de terre. Donc pour vous donner une idée aussi de la hauteur à laquelle on peut aller. Alors évidemment, avec ces hauteurs-là, on va se retrouver avec des murs très épais. Cela dit, en fait, on voit que du coup, on peut tenir longtemps et monter quand même de manière assez impressionnante.
La muraille de Chine également, par endroits, en fonction des ressources locales, en fait, a été construit tantôt en pierre, mais on retrouve des endroits où la terre en fait, a servi de matériau de construction. Bon, là, on est sur un exemple à une échelle un peu moindre, qui date du milieu du XXe siècle. On est à Gourna, en Égypte, et en fait, c'était la reconstruction d'une ville qui a été menée par un architecte qui s'appelle Hassan Fati, et qui, à une époque où l'industrialisation commençait déjà à faire son apparition, prônait une architecture locale avec des savoir-faire locaux. Et donc, il s'est réapproprié ces savoir-faire de construction en adobe. Là, c'est des briques de terre crues qui ont servi à monter ces bâtiments d'habitation. Et enfin, pour la fin du tour du monde, c'est une photo que j'ai prise au Maroc, dans la vallée du Dadès, pour vraiment moi, ça, pour moi, ça montre vraiment l'idée que le matériau qui était sous la terre et qui a servi à construire sert vraiment l'identité locale. On retrouve vraiment l'identité du lieu à travers les constructions. On a des constructions qui pourraient presque se fondre dans le paysage. On retrouve les mêmes couleurs et on a une insertion paysagère, en tout cas, qui est assez délicate et assez remarquable. En France, donc là, on voit une carte avec les différents types de constructions en terre qu'on a vues tout à l'heure, là, qui sont représentés par différentes couleurs. Le torchis, le pisé, la bauge et l'adobe. Et donc, on prend conscience que ces constructions, on en retrouve partout sur le territoire. Encore une fois, les zones blanches sont des zones où on peut retrouver de la construction en terre crue, mais possiblement de manière moins grande. Et là, c'est vraiment les aires géographiques principales. Donc, quelques photos pour vous faire une idée de ce qu'on peut trouver. Là, on va être essentiellement sur des techniques de bauge qu'on va retrouver en haut et des techniques de pisé en bas. Donc, ce qui se concerne en haut, plutôt ce qu'on va retrouver en région Bretagne et Normandie, et en bas, plutôt ce qu'on retrouve en Auvergne-Rhône-Alpes. Là, on est sur des bâtiments agricoles. Et on commence déjà à voir aussi les principes de cette construction-là. C'est que la terre, qui est crue, en fait, est réversible. Et elle craint l'eau. Et donc, dans les stratégies de construction, il y a ce qu'on appelle avoir des bonnes bottes et un bon chapeau pour protéger les bâtiments de l'eau de pluie ou de l'eau tout court, des remontées d'humidité également. On remarquera en général toujours en partie basse du bâtiment un soubassement avec un matériau qui ne craint pas la pluie, en général qu'on retrouve en pierre. On le voit très bien sur ces photos. Ensuite, en toiture également, on va avoir des toitures plus ou moins débordantes en fonction de l'orientation des pluies ou du vent, qui vont venir vraiment chercher à protéger ce bâtiment des infiltrations de pluie par le dessus. Ici, on va retrouver des bâtiments d'habitation. On a vu des bâtiments agricoles tout à l'heure. Là, on voit aussi que pour l'habitation, la terre est un matériau aussi qui a servi pour la construction. Donc voilà, on retrouve de nouveau là du torchis, de la bauge en bas à droite, et en haut à droite, il me semble que c'est de la brique crue. Pour ce qui est de la région Champagne-Ardenne, tout à l'heure, la question serait de savoir si on retrouvait des constructions en terre crue en Champagne-Ardenne. Et on voit bien sur ce schéma qu'effectivement, apparemment, on va pouvoir retrouver du torchis et de l'adobe. Alors, il faut bien prendre conscience que c'est un schéma, que donc l'adobe, qui semble être une toute petite zone, en fait, va être mixé également sur le territoire avec le torchis. On va pouvoir retrouver vraiment ces deux types de construction. Donc là, les premiers exemples de torchis. Ce sera les seules photos qu'il y aura de torchis concernant la Champagne. L'idée pour moi ce soir, c'était vraiment d'insister sur la brique crue, dont on parle moins. La technique du torchis là qu'on retrouve, c'est une technique dans l'inconscient finalement qu'on a assez facilement parce qu'il est assez visible dans les centres-villes anciens. Cela dit, je voulais souligner à travers ces photos qu'on voit que dans la richesse de la culture constructive qu'on a eue avec le matériau terre, elle a été mixée avec le savoir-faire qu'on avait avec les autres matériaux. On retrouve soit des grands soubassements en pierre, tout le rez-de-chaussée est en pierre. On retrouve les savoir-faire du bois avec ces pans de bois qui sont les structures en bois qu'on voit sur les images. On a en bas à droite le damier aussi, qui est caractéristique de la région de Troyes. On va retrouver à la fois des briques et de la pierre. Et on voit sur la photo à droite
alors je ne sais pas quel est le terme régional, parce qu'on peut dire essence de bois, bardeau de bois, cavaillon. C'est ces petites planches de bois qui sont comme des tuiles. Voilà, c'est des tuiles de bois en fait qu'on va retrouver aussi sur ces façades. Donc c'était vraiment pour souligner un peu le fait que la terre peut être aussi mixée avec d'autres savoir-faire. La brique de terre crue, alors pour le coup, je ne sais pas si vous en aviez conscience, mais on en retrouve vraiment partout sur la région Champagne. Elle est plus difficile à voir parce qu'en général, elle est protégée. Et il faut toujours, peut-être qu'il faut plutôt avoir l'œil pour réussir à la déceler derrière des enduits qui se seraient ouverts ou dans l'interstice d'une porte qui nous laisse apercevoir une cour intérieure. Donc voilà. Une fois qu'on s'est fait l'œil dessus, on peut commencer finalement à l'apercevoir de manière plus régulière. Parfois, les bâtiments sont sans enduit. Sur la droite, on va retrouver de nouveau des bâtiments agricoles où on aperçoit très bien en fait ces modules de briques. Si vous voyez ces bâtiments-là et que vous en approchez, si vous les éraflez avec votre ongle, et ben vous verrez en fait que ces matériaux ne sont pas durs comme la brique cuite, mais restent friables. Et on retrouve sur les bâtiments de gauche là donc des maisons d'habitation. Donc encore une fois, ce matériau peut nous permettre de construire du logement comme des bâtiments agricoles, quoi. À partir du moment où on sait s'adapter à la manière dont il faut construire avec. Dans la culture, on retrouve aussi en fait ces savoir-faire qui sont amenés pour des murs de clôture en fait. On réutilise les mêmes techniques. Et là, on voit très bien mis en évidence qu'on garde toujours vraiment cette idée d'un soubassement en pierre pour éviter les remontées d'eau et d'un chapeau qui va venir protéger la pluie qui pourrait venir lui dessus. Avec ces images, là, je voulais illustrer que si on s'approche de plus près, on va avoir ce qu'on appelle un appareillage. Un appareillage, c'est la manière dont on va mettre les briques ensemble pour des questions structurelles, voire esthétiques. On va retrouver un appareillage différent en fonction des endroits où on se trouve. Et ça, en fait, il faut comprendre que ça souligne en fait des savoir-faire qui se sont développés, et également en fait un patrimoine local. C'est une identité qui ressort aussi avec ces différents types d'appareillage. On voit également en bas à gauche qu'il y a un jeu aussi avec la couleur des briques. Donc voilà, donc en fait, c'est pour montrer vraiment qu'il y a une variété qui est plus complexe que ce qu'on pourrait penser de prime abord avec ces matériaux-là. Les tailles également vont varier en fonction de la terre. Et aujourd'hui, avec ce patrimoine, on a ce savoir-faire qui s'est perdu. Et donc, quand on réintervient sur ces bâtiments, parce que comme tout bâtiment, ça demande de l'entretien, on a tendance, très souvent, à réintervenir avec des matériaux dits modernes. En tout cas, moi, c'est ce que je vois assez souvent sur les bords de route maintenant, quand je suis dans ma petite voiture et je vois de manière incessante ces interventions, soit avec, comme on voit sur la photo de en haut à droite ou en bas à droite, des enduits ciment qui sont venus coller en façade, ou en bas à gauche, on va retrouver des constructions où on vient remixer des blocs de ciment. Alors, ce n'est pas d'être réacte que de dire que ce n'est pas forcément la manière la plus idéale de le faire, c'est simplement que ces deux matériaux-là, en fait, ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Pendant que la terre crue, elle va être toujours sujette à l'érosion due à la pluie, et en fait, va pouvoir fondre avec cet effet-là, et elle va, on va dire, ce qu'on appelle perspirer. Ça veut dire que la terre interagit avec l'humidité, elle peut prendre de l'humidité et la relâcher. Le ciment, lui, va bloquer, en fait, ce dégagement d'humidité. Ce qui fait qu'au fil du temps, la terre va se charger en humidité et ne va pas pouvoir la relâcher. Comme cette terre est crue, elle va se désagréger au fur et à mesure du temps. Et là où on pense qu'en intervenant pour renforcer la structure ou sa protection, en fait, on vient aggraver le phénomène de détérioration. Donc il faut bien avoir ça en tête, c'est que ce patrimoine-là demande une manière spécifique de réintervenir par-dessus, qui sous-entend un savoir-faire spécifique également, et qu'on respecte le matériau également. On voit pour l'instant des pathologies qui sont presque inexistantes ou assez faibles. Il faut savoir qu'à long terme, les pathologies finissent par se développer. Et d'ailleurs, quand je dis à long terme, ça peut être assez rapide. Donc là, c'est un exemple de photo que je prends toujours. Quand je suis au bord de la route avec ma voiture, je m'arrête et je regarde ce patrimoine qui est finalement laissé à l'abandon, malgré le fait que les gens continuent à habiter dedans. Sur la photo qu'on a en haut, au milieu, on a un premier type de pathologie avec une absence de toiture.
et on voit que la tête de mur, elle va finir par fondre. Donc on imagine très bien ce que ça peut produire sur le long terme. Là, on voit sur la photo de gauche également, sur le muret, pareil, la partie gauche du muret n'a plus de chapeau et va finir par se désagréger. On a un deuxième type de pathologie qui peut être tout aussi grave, voire plus grave, c'est en pied de mur. On voit très bien sur la photo d'en bas à droite, le mur de soubassement dont on parlait tout à l'heure, très important, est presque inexistant. Alors la question c'est, est-ce que c'est parce qu'on a remis de la terre par-dessus, qu'on a transformé la route et qu'on est venu manger sur le bâtiment, ou est-ce qu'à l'époque de la construction, on n'y a pas pensé? Ça, on n'a pas trop la réponse. En tout cas, on voit vite ce que ça peut conduire. Avec un enduit ciment en plus qui a été posé par-dessus, il y a une dégradation en pied de mur qui est assez importante et qui est dramatique en fait pour la sécurité des personnes qui pourraient habiter dans ce logement. Un troisième type de pathologie qu'on va pouvoir retrouver, c'est en milieu de mur. Alors là, on le retrouve aussi bien sur les deux photos du haut, où en fait l'enduit ciment, qui ne laisse pas respirer la terre, va finir par se désagréger, notamment en période de gel, et ça va permettre à la pluie de s'infiltrer dedans. Et la pluie, qui va s'infiltrer au fur et à mesure des années et du temps, va finir par également manger le mur. On voit que les pathologies peuvent être assez importantes, et on peut aller même vers des situations assez dramatiques. Les seules fois où, en Champagne, ou en tout cas à Reims, on parle de ce patrimoine en terre crue, c'est lors de périodes d'effondrement de ces bâtiments. Parce que comme on l'a vu avant, quand ce bâtiment est rongé, la terre, qui est l'élément structurel, finit par disparaître, et les bâtiments finissent par s'effondrer. Et ça, je tiens à le signaler, c'est que ce genre d'événements en fait, conduisent à renforcer l'image d'un matériau qui serait fragile, qui peut-être en fait nécessite un entretien. Mais ça, on va le voir plus tard. Donc, on a fait un petit tour sur le patrimoine existant avant le XXe siècle. Alors, on peut se dire c'est joli tout ça, mais finalement, pourquoi on continuerait à construire aujourd'hui en terre crue? On a vu que le patrimoine était composé de terre, mais pourquoi continuer alors qu'on a des matériaux qui semblent plus résistants et plus costauds? Alors, premièrement, il y a une question de préserver la diversité culturelle qui se rapporte à une identité locale et qui sous-entend en fait une sauvegarde du patrimoine. Pour l'illustrer, j'ai décidé de faire un pas de côté par rapport à nos architectures qu'on retrouve dans nos pays occidentaux. J'estime que par ce biais, on peut avoir peut-être plus facilement en fait, un regard sur ce qui est en jeu. En haut à droite, on a la photo toute simple d'un muret qui a été faite avec une technique locale et la terre qui était juste au pied de ce mur. Je trouve que cette photo illustre particulièrement bien en fait ce qu'est la question de l'identité locale. On voit que ce mur se fond presque dans le paysage. S'il n'y avait pas les pierres du haut, peut-être qu'on ne verrait même pas ce muret. Ça, c'est vraiment caractéristique des constructions qui ont été faites avec les savoir-faire locaux. En bas à droite, on retrouve une architecture faite avec des parpaings de ciment qui va amener en fait une uniformisation du bâti. Et là, en fait, dans le paysage, on voit tout de suite que ce bâtiment, au niveau de son intégration, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, quand je vois ça, je me dis, ça fait mal. Et donc, cette diversité culturelle, je vais lire un texte avec vous, qui est la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle. C'est l'article 1. Il y en a plusieurs. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller en lire. Il y en a une dizaine, et c'est assez intéressant à lire. Donc, la diversité culturelle, patrimoine commun de l'humanité. La culture prend des formes diverses à travers le temps et l'espace. Cette diversité s'incarne dans l'originalité et la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant l'humanité. Source d'échanges, d'innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire qu'est la biodiversité dans l'ordre du vivant. En ce sens, elle constitue le patrimoine commun de l'humanité et elle doit être reconnue et affirmée au bénéfice des générations présentes et des générations futures. Donc voilà, un premier point, la diversité culturelle et un patrimoine à sauvegarder. Sur un deuxième point, c'est la question de la ressource. Comme on l'a vu en introduction, la Terre, elle est présente sous nos pieds.
C'est un matériau qui est disponible et de manière abondante, elle est partout présente. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde de la construction, ce qui était considéré pendant des milliers d'années comme une ressource est aujourd'hui considéré comme un déchet. Donc là, sur la droite, on a des chiffres qui concernent la région Grand Est, dans laquelle se situe la région Champagne-Ardenne, où on voit sur la première ligne du tableau ce qui concerne la terre et les matériaux meubles non pollués. On voit que sur l'année 2016, il y avait plus de 7 millions de tonnes de ces matériaux-là qui ont été déplacés. Alors, il faut savoir que sur ces 7 millions, il y a une partie qui est dite recyclée ou réemployée et dont on se sert en général pour faire du remblai. En tout cas, sur cette quantité énorme de terre qui est déplacée, elle n'est, selon moi, absolument jamais valorisée. Ou en tout cas valorisée telle que j'entendrais, à utiliser en fait pour construire. On a vu qu'on pouvait construire avec de la terre. Aujourd'hui, on ne le fait plus et pourtant, on continue à brasser des millions de tonnes chaque année de cette terre. Donc, ce qui était considéré comme une ressource est considéré aujourd'hui comme un déchet. L'idée, c'est vraiment d'inverser en fait ce regard qu'on porte sur ce matériau. Ensuite, on est vraiment sur une idée de l'énergie dans le bâtiment. On l'a vu en introduction aussi. Alors là, c'est Sandrine qui l'expliquait avec les déchets qui étaient produits. On a aussi une consommation d'énergie qui est assez grande. Et aujourd'hui, on essaye d'être dans une transition. Ce matériau-là, la terre crue, on considère qu'elle a un bilan carbone qui est faible. Alors, le bilan carbone, c'est la quantité d'énergie nécessaire à sa production, à son extraction, à sa transformation, et également en fait le CO2 qu'elle va rejeter dans l'atmosphère. Le matériau terre crue permet d'avoir un bilan carbone très faible parce que c'est un matériau local, donc il nécessite un déplacement très faible. Avec les techniques traditionnelles, on va avoir une nécessité en mécanisation faible également. Et comme on l'a vu au tout début, c'est un séchage naturel qui ne demande pas d'énergie. Donc sur le graphique qu'on a en haut à droite, on a une comparaison avec donc la technique de la bauge, qui était la technique qu'on a vue, qui est une technique qui est plutôt dans l'ouest, nord-ouest de la France, qui compare l'énergie nécessaire à la production, à la construction. Et on voit les rapports d'échelle en fait qu'il y a entre une bauge manuelle, donc en technique traditionnelle sans mécanisation, donc qui s'est toujours faite jusqu'au début du XXe siècle, qui consomme 80 fois moins d'énergie que le parpaing et 95 fois moins d'énergie que la terre cuite. Donc on voit vraiment qu'on est dans des rapports d'échelle assez hallucinants. On a également au centre du graphique une approche avec une mécanisation. Aujourd'hui, on est dans un monde qui a évolué, on a besoin de bâtir plus vite et il y a une question aussi de coût de la construction. Et les techniques évoluent. Mais il faut prendre conscience qu'en fonction de la mécanisation qu'on va avoir et des énergies qui vont être nécessaires, l'impact peut ne pas être du tout le même. Et là, on voit bien avec la bauge mécanisée, avec un groupe électrogène, qu'on a une dépense d'énergie qui commence sensiblement en fait, à augmenter. Et donc là, il faut bien prendre conscience que le matériau terre est un outil qui ouvre un possible vers un procédé bas carbone et un faible bilan énergétique, mais que la manière dont on va s'en servir peut également en fait, être très coûteuse en énergie. Quelque chose qui est aussi assez magique avec ce matériau, c'est qu'il est réversible. Ça, c'est ce qu'on voit en bas à droite. Il y a différents niveaux en fait, au niveau des matériaux sur leur possibilité de réutilisation. Donc, on va dire qu'en bas de l'échelle, entre guillemets, on va avoir les matériaux valorisables. Au-dessus, il y a ceux qui sont recyclables, donc c'est matériaux réutilisables en construction après un traitement mécanique ou chimique. Et il faut bien prendre conscience, aujourd'hui, on parle souvent de recyclage, et qui est presque vu comme le nec plus ultra de ce qu'on peut faire dans la construction, enfin dans la construction ou avec tout type de matériaux. Il faut bien prendre conscience que le recyclage nécessite un transport, une transformation et donc de l'énergie. Avec le matériau terre crue, on est sur un matériau qui est réversible et donc il est réutilisable en construction telle quelle avec des performances équivalentes. On va avoir un exemple tout à l'heure. Cette terre-là, sans avoir besoin de mécanismes particuliers, en fait, peut resservir à construire.
Et enfin, tout en haut, alors ce que la Terre n'est pas, c'est un matériau renouvelable qui serait un matériau dont le renouvellement naturel est plus rapide que son utilisation. Et là, c'est plutôt ce qu'on va retrouver avec les fibres, tout ce qui est paille ou autre, qui sont très intéressantes aussi pour la construction. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment de se dire, la Terre crue, dans une nécessité de transition généralisée dans la société, nous offre des possibilités de résilience. Ensuite, ce matériau-là va pouvoir nous apporter un confort. La différence qu'on faisait au début entre la terre crue et la terre cuite, elle va se jouer là également, c'est que la terre crue, elle va avoir la capacité d'échanger aussi avec l'hygrométrie intérieure des bâtiments. Elle va pouvoir capter l'humidité et la relâcher. Et en fait, cette régulation d'hygrométrie va avoir un impact sur le confort intérieur. Pour vous donner une idée, grosso modo, l'hygrométrie dans laquelle il est bon de vivre se situe entre 40 et 60% d'humidité relative. Et c'est ce qu'on va avoir naturellement avec le matériau terre crue. Et ce qu'on ne va pas retrouver avec les autres matériaux qui ne vont pas avoir cette capacité-là. L'inertie thermique, là, qui était la première ligne, elle, c'est le pouvoir de ce matériau-là à capter la chaleur pour la restituer plus tard. Et savoir différents effets sur le bâtiment, c'est que d'une part, en période de grosse chaleur, on voit très bien en été, on parle de surchauffe dans le bâtiment, les habitations dont la structure est faite uniquement de terre vont avoir un confort intérieur bien supérieur aux matériaux conventionnels, parce que en fait, il va y avoir un déphasage. La chaleur qui va venir taper sur le mur extérieur va atteindre l'intérieur de la maison pendant la nuit. Et inversement, la fraîcheur de la nuit en fait, va pénétrer la maison pendant que le soleil est à son zénith. Et donc, ça va permettre de niveler en fait, les températures à l'intérieur du bâtiment. Et ensuite, la terre crue a également un pouvoir en termes de confort sur l'acoustique. Alors là, on ne va pas pouvoir entrer dans les détails maintenant, mais ça se joue également au niveau de sa finition. En fonction de, par exemple, sur la photo en haut à droite, on voit les briques, il y a des creux, il y a des pleins, il y a des vides. Ça va renforcer l'effet acoustique de ce matériau-là. Et en bas à droite, on se retrouve avec un enduit. En fonction de la finition de cet enduit, on n'aura pas non plus les mêmes caractéristiques acoustiques. Donc, elle a une possibilité en fait, d'avoir une atmosphère acoustique agréable, plus ou moins grande selon la technique de finition. Enfin, c'est un matériau qu'on dit à intensité sociale. Il faut comprendre que l'intensité sociale, en fait, c'est en quelque sorte le travail humain qui est nécessaire comparé à l'énergie dépensée. En tout cas, à l'énergie polluante dépensée. Et donc, ce matériau-là, plus on va favoriser en fait, la main-d'œuvre et le savoir-faire et le travail humain, et plus en fait, il va être un levier important pour le développement local aussi. Parce qu'on va devoir faire en fait travailler des gens qui sont sur place. Et par ce biais, on évite également la délocalisation tout en améliorant la réponse environnementale. Et donc, l'intensité sociale est aussi un facteur de création d'emplois pour les territoires. Donc voilà, on a passé en revue les grands points qui pourraient nous faire dire que réintroduire la terre crue ne serait pas totalement aberrant. Alors ensuite, peut-être un truc un peu plus funky, bien que j'adore les patrimoines qu'on a vus juste avant, c'est qu'on pourrait dire que ce matériau est un matériau moderne. Ou en tout cas, des gens se sont réappropriés les savoir-faire pour construire avec aujourd'hui, en répondant à des attentes esthétiques qu'on pourrait avoir par rapport à l'idée qu'on a envie de transmettre. Sur la droite, là, on a un bâtiment qui est assez récent. Alors, je crois qu'il a été terminé l'année dernière et qui se situe à Lyon, qui a été réalisé par un maçon qui s'appelle Nicolas Meunier et qui travaille sur la terre crue depuis une quarantaine d'années. Et donc là, on a un bâtiment récent et on voit en fait qu'on peut avoir des courbes également. On travaille avec des paraboles là et ça a été mis en place en préfabriqué avec des gros blocs de terre. Donc ça, on va le voir juste après. Donc en termes de matériaux modernes, il faut savoir qu'on n'est pas resté il y a 6000 ans à construire uniquement avec des boules de terre qu'on laisse platcher dans
dans des boîtes en bois, mais qui a aujourd'hui également en fait toujours une recherche de développement sur ce matériau-là. Alors pour illustrer, j'ai quelques exemples. Tout d'abord, il y a Ecopertica, qui est une coopérative qui se situe dans le Perche et qui promeut une construction écologique performante et accessible à chacun, et qui est vraiment très ancrée sur le territoire. L'idée, c'est d'utiliser les ressources locales. Et là, donc, on a l'illustration d'une projection de terre et de chanvre. Donc, c'est un mélange de terre très liquide et de chanvre qui va servir en fait à isoler des bâtiments. Mais on voit qu'en fait, ce matériau-là est envoyé avec une buse et en fait, elle est projetée contre un mur de manière mécanique. Ici, on a le projet COP-Bauge, qui est un projet en fait, qui a été sélectionné dans le cadre d'un programme européen de coopération entre la France et l'Angleterre, et qui a pour objectif en fait, de développer un savoir-faire autour de ce matériau pour répondre aussi aux nouvelles réglementations qui vont arriver. Donc là, on voit très bien qu'autour de ce matériau, il y a une recherche aussi continue à développer. On voit sur la photo du bas que c'est un mur composite qui est fait en fait en deux parties. Il y a la moitié qui est vraiment de la bauge traditionnelle, et l'autre moitié, sur la droite, la partie rouge, qui est pareil en fait de la terre avec une fibre très allégée qui va pouvoir permettre d'isoler le bâtiment. Donc ça, c'est une première avancée technique. Et sur la gauche, on voit également que sur les outils de chantier, là en l'occurrence, on a des banches qui sont grillagées et qui permettent au mur de sécher tout de suite après la mise en place de la terre. Et donc ça aussi, en fait, c'est pour vous montrer qu'on continue techniquement à travailler sur les outils qui permettent de mettre en œuvre ce matériau-là. On a de la mécanisation. Alors là, c'est un mur en pisé. Le pisé, c'est une technique où c'est damé, et traditionnellement, c'était damé à la force des bras. Et aujourd'hui, on trouve souvent des pisoirs pneumatiques qu'on a illustrés là au centre de l'écran, qui vont venir damer la terre de manière mécanique. On va gagner en rapidité et on va utiliser moins d'énergie humaine aussi à le faire. Enfin, un dernier exemple, c'est la préfabrication. Et donc là, on voit sur un chantier, donc toujours de Nicolas Meunier, des blocs de terre qui sont posés avec la technique du pisé. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour avoir une idée que ce matériau, aujourd'hui encore, les gens font de la recherche autour et continuent à trouver des solutions innovantes pour continuer à développer des savoir-faire. Je voulais souligner en contrepartie également qu'il y a ce développement technique, mais qu'il y a toujours des gens aussi qui, toujours dans le cadre de la construction, en fait, réinterrogent aussi la manière de faire. Et le matériau pourrait être considéré moderne parce qu'il y a une avancée technique, mais on peut souligner également qu'on peut se poser la question concrètement de comment construire aujourd'hui, avec l'idée qu'il faut qu'il y ait de la pluralité dans les réponses à apporter et que les réponses ne sont pas uniques. Et là, on a différents exemples de chantiers où en fait l'humain continue à travailler avec son corps ce matériau-là. Et il faut savoir que ça permet à répondre soit à des questions économiques de chantier, mais aussi des fois des personnes qui sont en recherche de social. La terre, c'est un matériau social qui permet de se rassembler et de travailler ensemble et de partager également des moments. Il faut savoir que dans la construction, anciennement, c'était vraiment dans le village où on venait s'entraider. Et donc, ça peut poser la question aujourd'hui de où est la sociabilité dans le monde de la construction, si tout est mécanisé et si tout est fait par des professionnels. Voilà, donc en tout cas, je tenais à souligner également que des personnes, des gens, des entreprises ou des particuliers travaillent aussi de manière différente avec ce matériau-là, sans oublier la question de la modernité. On va refaire un petit tour des constructions dites contemporaines avec ce matériau-là. On a vu pendant la première partie du patrimoine ancien. Donc là, c'était pour souligner aussi les architectures qu'on retrouve aujourd'hui. Alors là, c'est le seul projet international qu'on va retrouver, qui est réalisé par l'architecte Anna Ringer au Bangladesh. Et donc là, on voit l'association de la terre et du bambou. On voit également les différentes atmosphères qui peuvent être créées. Ici, on est de retour en France. On est en Isère.
et on a un bâtiment public. Les murs sont faits avec la technique du pisé. Et donc, on voit un bâtiment plutôt épuré, et donc plutôt contemporain. Et donc, c'est vraiment pour donner l'image de ce qui peut se faire aujourd'hui en fait, avec cette technique-là. Qu'on n'a pas que des bâtiments qui peuvent paraître dits anciens ou vieillots ou référés à un patrimoine passé, mais qu'on peut retrouver, qui peut très bien répondre à des envies de design moderne. Après avoir vu du pisé, là on est sur la technique de la bauge, et donc la technique traditionnelle du Grand Ouest, où on a un bâtiment de bureau, donc réalisé par l'atelier d'architecte Amélie Lepay, et en artisan on avait Ghislain Metz pour la réalisation. On voit qu'on a gardé le matériau brut en extérieur, et on a des images aussi pour donner un peu une idée des ambiances qu'on peut retrouver à l'intérieur de ces bâtiments. Donc toujours avec l'idée de montrer que ce matériau peut avoir un côté très attrayant et très plaisant. On retrouve aussi l'idée de confort. Alors ici, on est à Nozay, avec une maison individuelle, et cette fois-ci avec la technique de la brique de terre crue. Donc voilà, donc on voit qu'on peut jouer avec les modules pour créer des transparences aussi à l'intérieur du bâtiment. Là, on le voit très bien dans la cage d'escalier. Et donc, c'est pour vraiment montrer une idée des différents types d'architecture qu'on peut avoir avec ce matériau terre mis en œuvre de manière différente. Et avec les différentes techniques, on peut toujours s'en servir pour créer une architecture moderne. On était sur du neuf. Je voulais parler également de la rénovation. Donc des bâtiments qui étaient plus ou moins laissés à l'abandon. Là, c'est un chantier au sud de Rennes. Alors vous verrez, il y a des exemples évidemment qui viennent un peu plus de Bretagne, parce que j'ai passé mes dernières années en Bretagne. Donc j'ai un peu plus de documentation là-dessus. Là, c'est un chantier auquel j'ai participé avec un ami, Simon Farucci, pour la rénovation en fait, d'un corps de bâtiment sur lequel il y avait des grandes fissures. Et là, si on veut avoir l'importance un peu des qualités que peut avoir ce matériau-là, c'est que ce pan de mur là que vous voyez sur la droite, enfin en tout cas sur la photo de gauche, pardon, mais à droite du bâtiment, on l'a fait tomber. On a récupéré cette terre qui était au pied du mur, on a remélangé avec de l'eau, et on a remonté le mur avec cette même terre. Et alors toujours dans l'idée, alors à la fois d'expérimentation, mais de s'adapter aux contraintes du site, on était dans une période avancée de l'année, et on ne pouvait pas se permettre de remonter l'entièreté du mur avec la technique dite de la bauge, parce que c'est une technique dans laquelle il y a trop d'eau et le mur n'aurait pas eu le temps de sécher avant la période hivernale. Et donc là, on a pris la solution de mixer deux techniques. Des lignes de bauge là qu'on voit avec, sur lesquelles en fait la terre a été reprise, on voit qu'elles se font avec le mur existant, et des lignes de briques de terre crue qui ont permis de sécher le mur plus vite. Donc voilà, on voit qu'on peut restaurer du patrimoine avec à la fois la technique traditionnelle et en sachant s'adapter quand on met en avant un savoir-faire aussi et les échanges entre les différentes professions. Toujours sur une idée de rénovation, donc à Bru, toujours dans le 35, une rénovation d'un bâtiment agricole et dont on voit qu'on peut également en fait, créer des ouvertures dedans et réintervenir dessus. On voit sur la photo à gauche que les enduits avaient été mangés. Alors, il y a eu un enduit qui a été piqueté. En haut à droite, du coup, une technique a été mise en place où des pieux en bois ont été insérés pour pouvoir en fait faire servir d'accroche pour la terre et ensuite venir mettre un enduit de finition. Donc l'idée à travers ces deux rénovations, c'était vraiment de prendre conscience que le patrimoine, non seulement peut ne pas être mis à l'abandon, mais peut également être valorisé et être réapproprié. C'est un matériau également qui permet des créations diverses et variées. On était sur des habitats que je qualifierais de classiques, en tout cas avec des lignes assez droites. Là, c'est des projets qui ont été réalisés par Brice Maté. Donc on est toujours en Bretagne, je suis vraiment désolé. On est du côté de Melvin, donc en plus, on s'enfonce dans la Bretagne.
ça s'appelle des love shacks. Et donc, c'est des constructions qui sont faites, la structure, c'est simplement une forme de tressage avec du bambou, on le voit très bien sur la photo d'en bas à droite. Sur cette structure, on va venir y ajouter un mélange qui pourrait être considéré comme du torchis, un mélange de terre et de fibres, qu'on va venir monter au fur et à mesure et donner de l'épaisseur au mur. Et ensuite, une fois le tout sec, venir apporter des touches de finition. Donc on va sur la photo du milieu en bas. Il y a une décoration qui a été apportée et qui ont été faites avec des pigments naturels pour apporter une décoration. La pièce d'en bas, de tout à droite, là, pour y avoir passé un certain nombre de temps, je peux vous dire que quand on parle de confort, et quand en introduction, je vous disais que la Terre se vit avec tous les sens, ça a été une pièce qui m'a marqué, dans laquelle j'ai passé du temps, parce que vraiment au niveau acoustique, au niveau ressenti hygrométrique, au niveau ressenti même juste de la peau et du corps dans l'espace, je peux vous dire que ça fait quelque chose, et j'ai pris une réelle claque dedans. Malgré mon parcours en architecture, je crois que ça a été la plus grande claque que j'ai prise. Et donc, je tenais quand même à souligner ces projets-là pour montrer qu'on peut répondre aussi à d'autres attentes en fonction des particuliers qui veulent construire et qu'on peut créer aussi des univers qui permettent de nous apaiser et qui réinterrogent aussi nos habitats. Je vous laisse le temps d'apprécier ou pas. Ça me permet de faire la transition sur le fait que c'est un matériau aussi, alors que j'aime bien appeler poétique, dans le sens siméonien du terme, ou en tout cas on peut se réapproprier la manière dont on fait les choses et apporter vraiment quelque chose que je qualifierais de plus humain. Je vais me baser là-dessus sur quelques réalisations d'une architecte italienne qui s'appelle Isabella Breda, et dont je trouve le travail assez saisissant, pour donner l'idée aussi des atmosphères qu'on peut créer à l'intérieur des bâtiments. Et il faut savoir en plus que ces formes-là, et par exemple typiquement l'empreinte qu'on retrouve là dans ce mur, va avoir tout de suite un effet sur le ressenti également qu'on peut avoir dans ces pièces au niveau de la chaleur ressentie ou également acoustique. Voilà, et ça n'est pas uniquement esthétique. Donc voilà, on voit qu'on peut vraiment jouer avec ce matériau-là, se réapproprier, et qu'il offre des possibilités vraiment infinies. Ensuite, la terre crue, c'est également un matériau qui pourrait être dit solidaire. Il y a des personnes partout sur le territoire qui se réapproprient ce matériau-là aussi pour, de manière plus large, on va dire, réinterroger aussi notre façon sociale de vivre, notre rapport aux autres. Là, on a une photo sur la droite d'un chantier qui a été réalisé par l'association Terre. Alors là, c'est un peu de la pub parce que du coup, je fais partie de cet asso. En tout cas, c'est un projet qui est en train de se réaliser actuellement du côté de Rennes, qui est un projet de briqueterie solidaire, où l'idée, c'est de répondre à un besoin local de matériaux en terre crue pour la préservation du patrimoine, mais aussi à viser pour de la production de neuf, et qui permet en fait à des personnes qui sont éloignées des systèmes d'insertion en fait, de retrouver confiance en eux et de se réapproprier des savoir-faire et d'être réintégrés également dans, on va dire, alors soit la société ou en tout cas une sorte de relation aux autres. Pour développer un peu plus, je vais parler de deux autres projets également. Il faut bien il faut bien avoir conscience que ce sont des exemples et donc c'est totalement non exhaustif. Donc je vous laisserai aller découvrir plus en profondeur ces projets et aller voir si vous en trouvez d'autres. Il y en a un qui se situe en Normandie qui s'appelle Enerter. Enerter, en fait, c'est une association alors qui doit avoir un peu moins de 10 ans peut-être, et qui propose aux habitants en situation de précarité ou d'habitat dégradé des solutions d'entraide et d'accompagnement à la réhabilitation de leur logement, dans un cadre de chantier participatif, en fait, où c'est d'autres personnes, d'autres habitants qui vont venir les aider, voire des bénévoles. Ces chantiers-là sont toujours encadrés par un professionnel. Et donc, on intervient avec des techniques qui sont choisies avec les personnes d'Enerter. Et l'accent est vraiment mis sur l'utilisation des techniques
avec des matériaux locaux et naturels, dans le but de préserver le patrimoine de la région et le savoir-faire. Ce sont des chantiers où on retrouve, en plus des temps de réalisation constructifs, en fait, des échanges sociaux également, quoi, où les gens se parlent, se rencontrent et échangent. Donc, il faut vraiment prendre conscience que dans ce genre de projet, on peut avoir quelque chose qui dépasse le simple geste constructif et qui permet de créer plus de liens aussi. Un deuxième projet également, qui se situe en Île-de-France, qui est porté par le Palais de la Femme. C'est pas inscrit, mais alors c'est le Palais de la Femme également, en fait, qui est un établissement qui est dédié à la prévention à l'exclusion sociale, qui a mis en place 5 dispositifs permanents d'hébergement ou de logement accompagné, qui va salarier des femmes qui vont bénéficier en fait d'un programme de formation. La formation, elle est portée par l'association des bâtisseuses. Et cette formation va permettre d'arriver en fait à une certification, et une certification d'ailleurs ECVET qui est reconnue au niveau européen sur les savoir-faire de construction en terre crue. Et pour mettre en place ces chantiers, c'est Terramano et l'architecte Frédéric Jonard en fait qui fait la partie chantier d'insertion et l'encadrement technique. Ils sont en train de réaliser en ce moment à Rosny-sous-Bois un bâtiment, un local vélo qui est fait en briques de terre crue. Et voilà, donc ça c'est un projet qui se passe actuellement là, et les personnes qui sont accompagnées vont passer, je crois, la semaine dernière leur examen pour la certification. Voilà, donc en tout cas, je tenais à signaler ça parce que dans l'idée qu'on accompagne des gens, le fait que ce soit considéré comme des gens qu'il faut aider, mais qui soient sur ces chantiers-là, c'est toujours un moyen de re-questionner la manière dont on construit aujourd'hui. Et donc voilà, donc c'est vraiment pour la Terre est vraiment un moyen de poser la question de comment on crée peut-être plus d'humanité dans le monde de la construction. Ensuite, un petit point sur la filière et les normes actuellement. Alors, depuis 2013, je crois, il y a les règles professionnelles d'enduit sur support composé de terre crue qui sont sorties. Et donc là, c'est pour tous les bâtiments donc, existants en terre crue. Quand on intervient dessus, c'est vraiment, si vous avez encore l'image des dégradations des bâtiments qu'on a vues parce qu'on a posé du ciment, et bien là-dessus, en fait, on va vraiment avoir les descriptifs techniques de la manière dont il faut intervenir sur ces bâtiments. Donc ça existe, c'est des règles professionnelles et donc c'est un cadre réglementaire détaillé. Ensuite, sur les constructions en terre crue, on a ce qui s'appelle les guides de bonne pratique qui sont sortis il y a 1 an. Donc c'est assez historique dans le monde du bâtiment parce que, on va dire, c'est la première fois qu'on a accès à ce genre de textes qui vont pouvoir faire de la sensibilisation auprès des maîtres d'ouvrage, donc des personnes qui vont construire, que ce soit public ou privé, auprès des ingénieurs, des architectes ou même des professionnels du bâtiment. C'est vraiment, là en bas, on retrouve les différents organismes qui ont participé à la rédaction de ces textes. Et donc, c'est vraiment un consensus de ces différents professionnels qui se sont rassemblés pour avoir une ligne de conduite sur la manière de réaliser chaque technique de construction terre crue. Alors aujourd'hui, ça permet surtout en fait, d'avoir une première base. Ces textes sont amenés à évoluer. En fait, il y a un retour qui se fait par expérience pour laisser le temps en fait, aux personnes de s'en emparer et de faire des remontées dessus. Et malgré tout, au niveau, il y a encore de nombreux freins qui existent aujourd'hui sur la question de l'assurabilité. Parce qu'en fait, ces textes-là ne permettent pas encore forcément d'être dans des règles professionnelles. Donc à la suite, comme il reste de nombreux freins à régler, qu'il y a des problèmes encore de calcul de structure, d'image du matériau et de formation, il y a la Confédération de la construction en terre crue qui s'est créée et qui rassemble ces différents professionnels. Et en fait, ça va nous servir à développer en fait, des outils qui vont permettre de valider des ouvrages, par exemple, d'un point de vue structurel et réglementaire. Et de faire du lien avec les assurances, l'analyse d'origine de l'image négative, par exemple, aussi est travaillée. Un point que je tenais à souligner, c'est qu'il y a aussi une recherche de validation dite
performantielle des ouvrages. C'est un peu un changement dans le monde de la construction. Ça veut dire que, en fait, cette démarche-là, elle ne validerait pas a priori, comme ça se fait traditionnellement dans le monde de la construction, les ouvrages, mais les éléments d'ouvrage, mais ça permettrait en fait de faire des essais de chantier. Et donc ça, il faut bien comprendre que dans le monde de la Terre, ce qui se joue en ce moment, alors je l'explique comme ça, peut-être qu'on me reprendra à la fin, c'est la question du savoir-faire en fait, qui est à sauvegarder. Plus on va avoir des choses écrites en matière de normes, et plus on va, et serré, quoi, et cadré, et plus en fait on va empêcher la pluralité des compétences des individus autour des matériaux. Donc voilà, en tout cas, il va y avoir le projet national Terre là, qui va être mis en place l'année prochaine, qui va permettre en fait un plus grand développement et fédérer les professionnels de la terre. On a des formations aussi qui se sont développées au fil des années. Le premier qui est cité, c'est le cratère. Donc, je tenais quand même à souligner que cratère dans l'histoire en France sur la sensibilisation sur la terre crue, ça a quand même été presque l'amorce en fait des connaissances autour de ce matériau-là et avec du coup de la divulgation de savoir également. En lien avec l'école d'architecture de Grenoble, ils ont mis en place un DSA, donc c'est un diplôme de spécialisation et d'approfondissement sur la terre crue. Voilà, donc ça dure 2 ans. Ensuite, il y a des centres de formation ici qui existent sur le territoire. Alors, la plupart, en tout cas certaines, sont regroupées au sein de la Fédération Éco-Construire. Donc, je vous laisserai aller voir également sur leur site ce qu'ils proposent. C'est des centres de formation pour des parcours professionnalisants. Donc, ça va se dérouler sur plusieurs mois. Et donc, on va avoir des formations de maçons en terre crue, d'ouvriers professionnels en restauration du patrimoine, d'ouvriers professionnels en éco-construction, et donc sur des formations qui peuvent durer jusqu'à 9 mois. Donc voilà, donc il faut le savoir, si on veut avoir des compétences sur ce type de réalisation, en fait, il y a des choses qui existent aujourd'hui, qui continuent à se développer avec la naissance de nouveaux centres, alors chaque année j'en sais un, mais en tout cas qui continuent à se développer. Il ne faut pas hésiter en fait à prendre contact avec eux si on veut, on peut aller les visiter et voir ce qu'ils proposent comme formation. Ça va permettre la montée en compétences des professionnels. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a de la demande qui augmente dans le monde de la terre crue, il faut qu'en face, il y ait des personnes qui puissent répondre à ces demandes. Et donc c'est bien là tout l'enjeu de la filière qui se développe, qui à la fois crée de la demande, mais qui peut répondre aussi aux attentes. De manière plus informelle, on va dire, mais qui permettent quand même un contact avec ces matériaux, et qui permettent concrètement d'ailleurs des rapports humains, il y a ce qui se développe autour des chantiers participatifs. Donc là, j'en ai cité 2. Libre à vous également d'aller voir ce qui existe en dehors de tout ça. En tout cas, TUISA, c'est aujourd'hui peut-être celui qui fait référence, ou en tout cas qui permet de regrouper plein d'initiatives. L'idée là, c'est vraiment d'aller aider les gens sur la construction de leur maison, sur des techniques en général avec des matériaux locaux et qui sont encadrés ou non par des professionnels. Et ça, pour les personnes qui ne sont pas forcément dans le monde du bâtiment, ça permet une première approche et ça permet de mettre la main à la pâte également. Et pour en avoir participé à certains, je pense que c'est un bon moyen en tout cas d'aller découvrir cet univers-là et ce qui peut se dégager autour du rapport aux matériaux, du rapport aux autres et du rapport au monde de la construction. Enfin, on va retrouver également les associations locales. Donc là, ce soir, on en a un exemple avec Des Idées Plats l'Inter et Maison Paysanne de France, délégation Marne. Alors, il y en a d'autres qui existent sur le territoire. Et en fonction des localités, il y a tout un tas d'associations également qui font de la sensibilisation sur les techniques traditionnelles, sur de la formation, sur des chantiers. Donc ça, c'est pareil, je vous invite à aller vous renseigner sur ce qui existe autour de chez vous. Donc voilà, donc on est presque arrivé à la fin de ce grand tour. Je voulais juste rajouter un dernier mot qui est plus personnel, mais qui me semble également essentiel sur ce que peut apporter la Terre. Et en tout cas, là, ça me regarde directement et peut-être que ça peut également vous parler à vous. Comme je vous l'ai dit en introduction, je suis originaire de Reims. J'en suis parti à 18 ans pour faire mes études. Et j'avais vraiment cette idée bien accrochée que je n'y reviendrai jamais. Que je ne reviendrai jamais sur ce territoire. Alors pourquoi je ne savais pas trop à l'époque. Mais c'est une idée qui ne m'a jamais vraiment quitté.
Et j'ai fini par découvrir d'autres villes, d'autres cultures. Et en continuant à découvrir, en fait, cette idée, elle s'est accrochée de plus en plus, quoi, vraiment. Et j'ai rencontré d'autres personnes sur mon parcours qui étaient originaires du même endroit et qui, une fois partis, en fait, ne souhaitaient pas non plus rentrer. Alors évidemment, j'en connais qui sont revenus, mais quand même beaucoup moins. Et je me suis questionné sur pourquoi ce sentiment, quoi. Pourquoi, originaire d'un lieu, il n'y avait pas cette envie forcément de revenir, quoi. J'y ai pas mal pensé depuis que je suis parti. Et aujourd'hui, là, ce soir, je vais te tenter une esquisse d'un élément de réponse, quoi. Lors de mon parcours, j'ai été amené à consulter des cartes de France pour diverses raisons, mais en général liées à la question du bâtiment. Et par réflexe, en regardant ces cartes, je cherchais toujours mon lieu d'origine. Et donc, c'était toujours un peu pareil. Là, là j'ai mis trois cartes pour un peu appuyer mon propos. La première, c'est un mouvement qui s'appelle la frugalité heureuse et créative, qui re-questionne la manière de vivre, notamment en lien avec la construction, ou en tout cas sur les ressources qu'on emploie. On voit avec les cercles rouges et les cercles bleus des groupes qui ont été constitués ou qui sont en activité. Et là, on voit en fait que la région Champagne-Ardenne, qui est à l'est de Paris, ne figure pas dans ces réseaux. Donc il y a comme un grand vide. Ensuite, une deuxième carte, celle du milieu, c'est la carte des chantiers participatifs. Alors ça, elle est issue du réseau TUISA dont je parlais tout à l'heure. On voit qu'il y a un nombre de points assez grand sur la carte. Et là, de nouveau, la Champagne est absente de ces mouvements-là. Et moi, à ce moment-là, je suis à l'autre bout de la France, hein, je suis en Bretagne, et vous voyez, en Bretagne, c'est plutôt concentré, quoi. Donc, je vis un peu au milieu de ces chantiers-là, de ces alternatives-là, et quand je regarde mon lieu d'origine, je me dis, bah, il est encore absent, quoi. Et à droite, c'est une carte qu'on a déjà vue sur les réseaux professionnels de la Terre crue. Alors, on avait les grandes zones géographiques, là, les grandes tâches qui représentaient le patrimoine. Donc là, on voit que la Champagne est présente. Mais si on regarde plus précisément, il y a des petits points. Et les petits points, c'est le réseau professionnel. Alors évidemment, forcément, il en manque. Mais ça donne quand même une idée de l'absence de concentration, on va dire, qu'il y a dans notre région où les grandes tâches qui représentent les zones du patrimoine sont quand même en fait totalement délaissées. Et cette idée en fait est revenue à moi l'année dernière, ou en début d'année, par la lecture d'un livre qui s'appelait Ceux qui restent, qui a été écrit par Benoît Coquart, qui est sociologue, et dont le sujet sociologique est ce qu'il appelle les campagnes en déclin. Ce sont des territoires qui perdent en population. Donc là, j'ai mis en vis-à-vis une carte des variations de population en France. On s'aperçoit qu'en Champagne, on a 2 départements qui perdent des populations. Et dans les territoires limitrophes un peu plus à l'est, on a la même situation. Il est intéressant de voir ce qui s'y joue dans ces lieux-là, et que non seulement ils perdent en population, mais ils font également partie des territoires qui sont les moins peuplés, notamment les Ardennes et la Haute-Marne. Et du coup, tout ça rassemblé, en fait, moi, ça me donnait vraiment l'impression que sur ce territoire de Journay, il ne se passait rien. Et je suis rentré au début du mois de mars et j'ai redécouvert en fait des initiatives bien réelles, ancrées sur le territoire, des personnes impliquées dans le partage et l'échange, et le faire ensemble. Et donc, évidemment, j'ai réalisé que les endroits où il ne se passe rien, ça n'existe pas. Qu'il y aura toujours des gens qui œuvrent dans le but du collectif, quoi qu'il arrive. En revanche, les dynamiques en fonction des régions sont bien réelles et n'ont pas la même densité. Et il faut bien qu'avouer que par chez nous, l'intensité n'est pas très grande. Alors c'est tout de même pour ça que, ce qui concerne la construction en terre crue, je tenais à souligner une dynamique qui a existé dans les années 80, qui correspondait à l'époque en France où il y avait un renouveau au niveau de la construction en terre crue, étant emmené notamment par le groupe Cratère dont on parlait tout à l'heure, au niveau national donc, mais qu'on a retrouvé également en fait sur notre territoire en Champagne. Alors j'ai marqué en bas le nom de quelques personnes qui avaient participé à ce renouveau, donc j'en oublie forcément, donc je m'excuse auprès de ces gens-là. En tout cas, on a l'image de différents articles qui datent des années 80, où on reparle du matériau terre, de son importance, de l'importance des traditions, du savoir-faire, de la préservation du patrimoine. Sur l'image du milieu, on voit même la photo d'un bâtiment qui a été réalisé à la Foire de Paris. Et il y a eu un article dessus, donc ça veut dire que des gens, des petits champenois qui sont réintéressés à ce patrimoine-là et qui ont mis en avant un savoir-faire et qui se sont réappropriés, sont même allés à Paris, quoi, ils ont eu le droit en fait
à être un peu les vedettes de cette foire, ce qui a amené la réalisation de 2 opérations de logement en terre crue, qu'on voit sur la droite, sur l'article de droite. 5 maisons en terre, 3 types de murs différents. Et ça a été réalisé, il y en a eu un à Saint-Brice-Courcelles et l'autre, je ne sais plus très bien. En tout cas, sur ce territoire, j'étais surpris et ravi d'apprendre qu'il y avait eu ce renouveau, que ça avait existé. Mais par contre, par la suite, il n'y a plus rien eu. Plus de réalisation en terre, et le patrimoine de nouveau ignoré. Alors de nouveau, pourquoi? De manière générale, le bâtiment, ce matériau a toujours souffert d'une image négative dans toute la France, qui perdure d'ailleurs encore aujourd'hui auprès du grand public. Mais tout de même, le patrimoine, lui, il est bien là. Et je ne comprends pas pourquoi il suscite si peu d'intérêt. Alors je me dis qu'il y avait de nombreuses raisons, autres que l'image négative, et qui sont peut-être en lien avec l'histoire de ces lieux. En tout cas, la Champagne. Et dans l'histoire, cette région, c'est une région qui n'a pas été épargnée par les destructions, on va dire. C'est des territoires qui étaient en première ligne des zones de combat. Au début du siècle encore, il y a des quartiers entiers qui ont été rasés, on le voit très bien sur les photos. Les paysages ont servi de champ de bataille et ont été témoins d'une atrocité qui était assez intense. Alors peut-être, qu'hormis les destructions matérielles et les pertes humaines qu'on a eues, un traumatisme, d'une certaine manière, un traumatisme commun, s'est créé en rapport au passé. Peut-être, en tout cas, c'est ce que j'avance. Peut-être qu'on a oublié pour pouvoir mieux avancer. Et en même temps que les bâtiments ont été rasés, je me dis qu'il y a une partie de nos racines qui ont été coupées d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui joue pour moi dans ce lien au passé est quand même malgré tout important. Là, on a une gravure qui date du milieu du 19e siècle, où on voit la ville de Reims en arrière-plan, et au premier plan, on voit la fabrication de ces briques de terre crue, qui étaient bien présentes dans ce paysage. Aujourd'hui, je me pose la question de ce qu'on pourrait penser d'une société qui avancerait vers l'avenir sans se soucier du passé. Je me pose la question d'autant plus aujourd'hui, alors que je vois des investissements qui sont faits de manière énorme, des investissements énormes dans la transition numérique dématérialisée, et qui fait prendre le risque, en tout cas qu'il augmente, d'un déracinement encore plus grand. Alors que je vois, dans le même temps, mis de côté un patrimoine et des savoir-faire, donc, une diversité très riche, de notre histoire, en fait, et de nos histoires à tous, individuelles et en même temps collectives, quoi. Et de tout ce qui constitue nos particularités. Et une richesse qui est bien présente, mais qui est délaissée. Et pour moi, ça pose vraiment la question de la modernité. Et dans un livre qui s'appelle Architecture du bien commun, Salima Nadji a défini la modernité comme étant le fait d'accepter son héritage en apportant ce qu'il faut d'innovation et de confort, sans pour autant en fait effacer les expériences qui ont existé sur un territoire. Et aujourd'hui, je me demande comment en fait on pourrait retourner à ces savoir-faire et à regarder de nouveau ce patrimoine. Parce qu'en tout cas, pour moi, regarder ce patrimoine qui est devenu aujourd'hui invisible, c'est un moyen de renouer avec mes racines et avec ce que nous avons en commun. Non pas pour nous enfermer dans un passé, ça c'est clair. On a vu aujourd'hui qu'on était capable de se réapproprier ces savoir-faire, mais bien pour nous nourrir justement et nous permettre d'avancer plus sereinement. Et pour moi, sur ce dernier point, vraiment, la Terre, elle peut être ce lien au passé et à nos racines. Et donc, je conclurai cette présentation par une citation de Simone Veil. C'est une citation, en fait, qui est tirée de son livre « L'enracinement », qui faisait l'ouverture d'un livre qui s'appelait « Les architectures de terre », qui faisait suite à une exposition qui a eu son Georges Pompidou dans les années 80, qui faisait l'introduction de ce bouquin et qui ce soir fera la conclusion de cette présentation, et qui dit ceci. Il serait vain de se détourner du passé pour ne penser qu'à l'avenir. C'est une illusion dangereuse de croire qu'il y ait même là une possibilité. L'opposition entre l'avenir et le passé est absurde. L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner notre vie elle-même.
Mais pour donner, il faut posséder. Et nous ne possédons d'autre vie, d'autre sève, que les trésors hérités du passé et digérés, assimilés, recréés par nous. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé. Voilà. Je vous remercie beaucoup et j'espère que c'était pas trop long et que ça a été. Maintenant, on va pouvoir passer aux questions si vous en avez. Je ne sais pas à quelle heure il est, mais voilà. Les contacts des idées plein la terre sur la gauche. Si vous avez des questions, si vous voulez rejoindre également. Maison Paysanne de France, délégation Marne également. Et je crois que je vais arrêter le partage de l'écran et que je vais pouvoir revoir vos petites têtes. Est-ce qu'il y a encore des gens en tout cas? Oui, oui, il y a toujours des gens, Adrien. On a eu quelques questions. Je vais peut-être commencer. Non, je vais me mettre en partage. Alors, je vais commencer par les questions dans lesquelles il y a déjà eu une réponse. Il y avait une question sur sait-on quand le guide des bonnes pratiques BTC sera disponible? Et je crois qu'Erwan répondait à cette question sur le fait que le guide BRIC est prêt et qu'il sera en ligne la semaine prochaine. Je suppose que c'était la réponse à la question. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent compléter ou... C'est bien ça. Hein. Il est prêt, il est reçu aujourd'hui dans la boîte mail, mais il n'est pas encore mis en ligne. Il sera mis en ligne quand les gens trouveront le temps de le mettre en ligne. On peut faire confiance à Erwan pour cette réponse. Parfait. Merci beaucoup. On avait une question de Brigitte en tout début de conférence qui demandait s'il était possible de faire une construction en terre crue en Ardèche à flanc de colline. Alors là, alors je vais répondre à cette question-là pour ne pas faire de langue de bois. Je tenais à signaler que je viens de parler pendant peut-être 6 heures à peu près. Et peut-être ce qui sera intéressant, c'est comme il y a d'autres professionnels de la construction certainement ce soir, n'hésitez pas à vous manifester pour répondre aux questions. Ça serait très intéressant. Comme ça, je n'ai pas besoin de parler et d'autres personnes se seraient appropriées. Pour la question, est-ce qu'on peut construire à flanc de colline en Ardèche? C'est bien ça, c'est Ardèche? Oui. Ardèche, c'est 07, c'est... Oui. Eh bien, la grande question, moi, la première chose que je vais vous dire, c'est est-ce qu'autour, il y a des constructions qui existent en terre crue? Déjà, ça donne une première idée de savoir s'il y a un patrimoine qui existe et qui, du coup, vous donne une première idée des ressources qu'il y a sur place. Et ensuite, d'aller parler avec les artisans locaux pour savoir s'il y a des ressources. Parce que je connais assez peu l'Ardèche, malheureusement, et du coup, voilà, si quelqu'un a apporté une réponse supplémentaire, parce qu'on va pouvoir construire en terre, la question c'est de savoir est-ce qu'il y a de la terre sur place ou pas, parce que selon mon point de vue, si on doit prendre de la terre qui vient d'assez loin, on va perdre un petit peu les avantages. Alors, je pense qu'il n'y en a pas trop. Il y en a Merci. pas. Il y a d'autres personnes qui voulaient répondre à cette question? Des Ardéchois présents ce soir? Ah, Erwan. Moi, je voulais bien répondre vite fait. En fait, il y a Samuel Dugelet, que certains connaissent peut-être, qui s'est installé en Ardèche. Et depuis qu'il est là-bas, donc c'est un maçon qui connaît bien la terre crue, il essaie désespérément de trouver des stocks de terre. Il arrive à en trouver dans les vallées, mais les faire remonter par camion dans les collines, c'est pas très pratique, donc c'est quand même pas forcément évident. Bon, il faut trouver de la terre. Ou sinon, peut-être appeler Samuel qui saura peut-être accompagner le projet. Il faut rester plus sur une idée bois, si j'ai bien compris. De la pierre, il y a plein de pierres. Oui. Peut-être je peux continuer avec les questions. On a une personne qui voulait savoir si on connaissait des habitats collectifs, donc parmi tous les gens qui sont présents, comme ceux de Shibam, je prononce bien, mais plutôt modernes, donc à partir des années 70. Quelqu'un veut répondre ou quelqu'un a des exemples? Plutôt moderne sur plusieurs étages, comme Shibam, moi j'en ai pas en tête en tout cas. Aussi haut. Voilà, ça répond à la question. Et justement, par rapport à cet exemplaire, on avait une autre question sur si tu avais des informations précises sur l'épaisseur des murs ou pas.
Ashibam. Ouais. Alors, Ashibam, je vais dire une grosse connerie, mais c'est plusieurs mètres en tout cas. Alors, est-ce que c'est. Ouais, non, je vais dire des conneries, parce que si je dis 3 mètres, peut-être que je suis en dessous. Mais en tout cas, oui, ça va être des murs qui sont quand même assez conséquents pour monter aussi haut. Donc, ça pose effectivement la question, en tout cas, sur cette technique-là. Alors, je crois que c'était de l'adobe. Pour monter aussi haut, il va falloir effectivement en fait, élargir le mur pour avoir une hauteur conséquente. Voilà, s'il y a des gens qui veulent compléter également tout de suite. En tout cas, oui, sur 30 mètres de haut, aujourd'hui, on est en France, avec le savoir-faire, on est quand même limité, d'autant plus si on va avoir des murs moins épais. Ok, merci Adrien. Après, c'était plus des remarques. Je voulais juste rajouter sur les bâtiments collectifs en terre. Voilà, donc moi j'ai fait une petite étude sur les habitats collectifs en terre crue parce que je suis architecte et chercheuse à l'unité de recherche architecture, environnement et culture constructive dont fait partie le laboratoire Cratère. Et du coup, moi j'ai fait une étude sur des projets d'habitat collectif, habitat participatif en terre crue. J'en ai visité quelques-uns qui ne sont pas uniquement en terre crue, mais qui mêlent différentes techniques constructives qui sont attenantes à du bois, de la terre, des mélanges en fibres aussi pour les isolants. Et voilà, je connais plutôt des bâtiments qui référencent des techniques de construction en terre pour des éléments pas forcément porteurs, mais pas mal de choses en seconde œuvre et finition en fait en terre crue. Voilà, mais ça se fait, ça existe. Et d'un point de vue patrimonial, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, sur la ville de Lyon, par exemple, bah, comme l'a montré Adrien, sur des villes comme Troyes, etc., il y a quand même beaucoup de bâtiments collectifs qui ont été construits en terre crue, et notamment tous les bâtiments qui sont sur toutes les hauteurs de la Croix-Rousse sont en terre crue sur les parties en pignon. Voilà, ça c'est un peu ce que je peux dire. Et après, sur les études que moi j'ai pu faire sur les bâtiments collectifs un peu plus récents, moi je suis en train de faire un travail de thèse sur la réhabilitation du patrimoine 20e avec des matériaux bio et géosourcés en démarche participative. Et du coup, voilà, il va y avoir des choses qui vont un petit peu être publiées là-dessus dans les années qui viennent. Donc voilà, un petit peu pour compléter ce qui a été dit. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Après, je suis en train de regarder, on avait une question de la MACA. Où et quand le prochain chantier participatif terre crue contemporain? C'est une bonne question. En Champagne ou en France? Pas précisé. C'est pas précisé dans la question. Je ne sais pas si la MACA est encore connectée. En Champagne. Okay. Eh ben, 2020. Peut-être que Véronique va confirmer. Je te laisse répondre, Véronique. 2021, du coup, parce que 2020. Non, il nous reste 2 semaines. Je crois que Véronique n'a pas de micro. Ah oui. Peut-être que tu peux t'exprimer en écrivant, Véronique. En tout cas, en ce qui me concerne, alors je suis rentré sur le territoire il y a bientôt 1 an. Je vais bientôt en partir parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Mais le fait d'y avoir mis un pied, je vais garder un pied quoi qu'il arrive. Et j'ai toujours très envie en fait de pouvoir apporter en tout cas ces partages autour de ce matériau-là en Champagne. Donc je vais continuer moi mes démarches de mon côté. On va voir avec des idées plein la terre, Sandrine et Adeline, pour pouvoir mettre en place ce genre de chantier quoi. Et peut-être qu'avec un peu de chance, à l'été prochain, on arrivera à faire ça quoi. Mais plus on est, si vous rentrez en contact, et plus on arrivera à faire des choses, ça c'est sûr. Et du coup, ça me fait rebondir sur une question de Lionel, sur comment motiver mes collègues enseignants en maçonnerie, en lycée professionnel à s'intéresser à la terre crue, qui n'est pas au programme. C'est une question sur laquelle on pourra sûrement échanger. Nous, on est en train de réfléchir à des formats de sensibilisation pour les écoles. Donc voilà, on est prêt à discuter sur ce sujet aussi de comment sensibiliser à l'intérieur des enseignements sur ces sujets-là. Sinon, vous pourrez prendre le contact d'Erwan Amar et le faire intervenir aussi pour une sensibilisation plus aussi, oui.
On avait une question un peu plus technique sur peut-on envisager une surélévation en pisé sur une ruine en pierre ou en autre méthode serait plus adaptée? Là-dessus, je dirais, bon, c'est compliqué de répondre à ce genre de questions qu'on n'a pas l'image du bâtiment. Dans l'idée, en tout cas, la première chose que je dirais, c'est que, alors en pisé, est-ce que vous êtes dans une région où le pisé est une technique locale? Parce que moi, je milite aussi pour ça, ou en tout cas, on a des techniques qui sont adaptées aux différents types de terres. On a vu ce soir qu'il y a différents types de terres. La culture constructive locale, elle sous-entend en fait la manière dont il faut utiliser la terre. Donc, si jamais vous êtes dans un patrimoine en Bauge, je vous dirais qu'il faut plutôt aller vers la Bauge. Donc là, vous me dites le pisé. En tout cas, la terre, ça serait possible. Après, en fait, il faut toujours vérifier dans quel état est la sous-structure. En tout cas, est-ce qu'il y a des pathologies apparentes ou non. Si c'est un mur de pierre assez large et qui est bien construit, il est censé pouvoir recevoir une élévation en terre dessus, quoi. Donc après, voilà, ça c'est vraiment très général. Les projets, c'est toujours du cas par cas. Donc c'est toujours un peu hasardeux de répondre comme ça, mais si un sous-bassement, on a bien vu sur les images que les sous-bassements étaient en pierre, donc en général, si c'est bien fait, c'est possible. J'espère que c'était clair et à peu près compréhensible. Il y a quelqu'un? Oui, oui, oui. En tout cas, nous, on est là. Je ne crois pas avoir vu d'autres questions, à part des questions sur la présentation. Normalement, on a enregistré la conférence de ce soir et on vérifiera qu'elle s'est bien enregistrée, mais on pourra la mettre en ligne. Donc, et on pourra aussi envoyer la présentation si Adrien nous l'autorise parce que c'est sa création. Je ne sais pas. Voilà. Et on a d'autres questions qui arrivent. Juste avant, on va juste vous partager, il y a un MOOC qui existe qui s'appelle « Construire un terre crue aujourd'hui ». Voilà, si ça vous intéresse aussi de le suivre. Et je reprends les questions. Existe-t-il terre crue chanvre, genre béton de chanvre, pardon, sans ciment? Alors attends, excuse-moi. Est-ce que quelqu'un veut répondre? En tout cas, moi, je n'ai pas vraiment écouté la question. Le béton de chanvre sans ciment, existe-t-il terre crue chanvre, genre béton de chanvre? Oui, oui, tout à fait. Ça existe. C'est dans un des exemples, d'ailleurs, dans la présentation. Alors, ça dépend ce qu'on veut faire avec, quoi, mais on l'utilise en général en isolation pour isoler les bâtiments, hein. Alors, soit en correcteur thermique, soit vraiment, si c'est plus épais, en isolant. Et il y avait un exemple dans la présentation en projeté. Alors, on n'est pas obligé de le faire en projeté, mais de terre mélangée avec de la fibre, du chanvre en l'occurrence, pour isoler. C'est un très bon apport acoustique également. On peut faire des cloisons avec. Donc voilà, donc ça dépend ce qu'on veut faire avec, mais en tout cas, le terre chanvre existe, le terre fibre de manière générale existe, et il est développé. Voilà. Je vois que c'est une question de la maca. D'ailleurs, moi, c'était une des premières choses que j'ai faites en venant en Champagne, c'était d'essayer de voir. On a quand même les chanvrières de l'Aube. C'est quand même pas un petit producteur de chanvre. Et j'avoue que personnellement, j'ai toujours été assez surpris de voir le peu de développement qu'il y avait autour du chanvre et du terre chanvre, alors qu'on est quand même dans un. Enfin, voilà, on a une ressource assez incroyable. La maquette précisait chanvre en structurel, point d'interrogation. Oui, ça. Terre chanvre en structurel, en fait, qui va. En fait, si vous voulez, pour la structure, on va dire que c'est la terre qui joue le rôle de structure en fonction de la terre qu'on va avoir. Là, en fait, je suis en train de répondre, mais si vraiment quelqu'un veut répondre, vous pouvez y aller. La terre, on va jouer le rôle de la structure et en fonction du type de terre qu'on a, donc en fonction des territoires, il faut regarder le patrimoine existant. Il y a des endroits où on va voir la terre, elle est seule, parce qu'il y a assez de cailloux qui vont jouer le rôle de squelette. Il y a des territoires où on va voir des fibres dedans pour éviter le phénomène de retrait et la fissuration. Donc du coup, en structurel, ma question, c'est pourquoi mettre du chanvre dedans si ça ne serait pas forcément nécessaire. Et là, il faudra l'étudier vraiment le patrimoine qu'il y a sur place. Encore une fois, je reviens sur ce patrimoine parce qu'il s'est développé sur des milliers d'années. Il ne faut pas sous-estimer le savoir-faire qui s'est développé avec une adaptation aux matériaux. C'était une époque où on n'avait pas la technologie pour essayer de dompter les matériaux. Donc, il y avait une sorte de respect, ou en tout cas, on était obligé de suivre sa manière de fonctionner si on voulait construire sur le temps long.
Terre chambre, on met du chanvre s'il y a nécessité, sinon pour du structurel, laissons la terre. Voilà, j'espère que c'est à peu près une réponse. On avait une autre question de Charlotte. Est-ce qu'il faut agrafer un grillage sur les briques avant de les recouvrir d'un enduit terre ou d'un autre enduit, ou il suffit de les mouiller pour que l'enduit qui va protéger la brique tienne et ne tombe pas en séchant? Est-ce que Antonin, tu as envie de répondre à la question? On profite pour faire participer les gens. Je ne sais pas si ton micro marche. Mon micro fonctionne, mais je veux bien réentendre la question, s'il vous plaît. La question, c'était est-ce qu'il faut agrafer un grillage sur les briques avant de les recouvrir d'un enduit terre ou d'un autre enduit, ou il suffit de les mouiller pour que l'enduit qui va protéger la brique tienne et ne tombe pas en séchant? Sur des briques de terre crue, du coup. Sur des briques de terre crue ou de terre... C'est pas précisé, mais je pense, oui, ouais, sûrement. Oui, elle vient de répondre, Charlotte, oui. Alors moi, je ne mettrais pas du tout Moi, je passerais directement d'un enduit terre sur les briques de terre, quoi. Donc non. Il n'y aura pas de nécessité. En général, là, le grillage, on pourrait dire qu'il servira en fait à une plus grande résistance, soit l'accroche, soit en tout cas pour l'uniformité du matériau. Mais de la terre sur de la terre, en fait, ça va avoir une adhérence qui est très bonne. Et il n'y aura pas de nécessité de mettre un grillage. Après, en fait, en général, on met alors un grillage ou autre en fonction du type de support, mais aussi si jamais on a des changements de matériaux. Par exemple, on va avoir un moment du bois, puis après on va repasser à de la terre, et en fait là du coup on va avoir des changements de support. Je m'arrête tout de suite parce que Arwan fait une remarque, il y a les règles comme on l'a vu de professionnel d'enduit sur support composé de terre crue. Ça permettrait d'avoir des réponses encore plus précises, mais du coup le grillage, là je dirais qu'il est non nécessaire sur de la brique en l'occurrence. Ouais, juste sur le grillage rapidement, le grillage il était utilisé quand les gens voulaient mettre du ciment sur des murs en terre, ça ne tient pas. Il y a une différence de rigidité entre l'enduit en ciment et le mur en terre, ce qui fait que l'enduit ciment tombe. Et donc les maçons, dans les années 50, ont mis en place des grillages cloués dans les murs en terre pour forcer la tenue de l'enduit ciment à la surface des murs en terre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les murs s'effondrent avec les problèmes de remontée capillaire. Donc le grillage, il vient de cette pratique-là, mais avec un enduit qui est adapté, à base de terre ou de chaux, il n'y a pas besoin de mettre de grillage. Et justement, il faut éviter parce que quand on va mettre des clous dans un mur en terre, il y a de l'oxydation qui va se faire. Et pour avoir vu pas mal de chantiers où, quand on retire les clous, on retire des mottes de terre grosses comme le poing à chaque fois et qui a un clou tous les 20 cm, à la fin, ça fait un mur qui ressemble à rien et qu'il faut complètement reprendre. Merci beaucoup pour cette précision. Je ne crois pas qu'on avait d'autres questions. On avait Florence qui disait « Nous, on aimerait bien un chantier participatif à Crugny en 2021 ». Donc, pour ceux qui ne sont pas de la région, Crugny, ce n'est pas très loin de Reims. Voilà. Nous aussi, on aimerait bien. Ça répond à la question des chantiers pour les prochaines, alors j'ai l'impression. Voilà. Et il y avait Véronique d'ailleurs qui disait que, donc Véronique, Maison Paysanne de la Marne, qui disait qu'elle était plus sur des chantiers liés au patrimoine, pour le coup. Mais je pense qu'on relaiera aussi les chantiers qui sont portés par Maison Paysanne sur la page des idées plein la terre. Les chantiers qui sont plutôt participatifs, même si c'est en lien avec le patrimoine et moins contemporain, mais on relaiera ça courant 2021 sur notre page. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, sinon on va pouvoir s'arrêter là. Adrien, je ne sais pas si tu as un autre mot de la fin ou... Moi, je voudrais redire que derrière les écrans, c'est sympa, mais en vrai, c'est quand même encore plus sympa. On peut boire des coups le soir, manger ensemble, et puis mettre les mains dans la terre. C'est quand même ce qu'il y a de mieux avec ce matériau-là.
Et c'est vrai qu'on espère que les prochaines conférences, bon, malgré le fait qu'on ne pourra pas avoir tous les gens de partout, on espère que les prochaines pourront se faire en présentiel parce que on préfère ce format-là, même si on n'aurait pas eu autant de monde et autant de gens de partout en France. Il y a Lison qui voudrait Oui, s'exprimer. Trop cool. oui. Oui, bonsoir. Je lève la main depuis tout à l'heure, mais je crois que la discussion marche un petit peu mieux. Voilà, je me présente, Prison Vélib d'Envirobat de Grand Est, le centre de ressources du bâtiment durable du Grand Est. Voilà, donc je voulais faire une petite remarque concernant le fait que, comme vous le disiez, vous avez certaines conférences là qui vont être lancées dans les mois qui viennent et sur une certaine durée. Donc voilà, pour vous dire que voilà, nous, on est là pour publier notamment vos événements pour que nos adhérents puissent aussi s'y inscrire et s'y intéresser, parce qu'il y en a énormément qui sont intéressés par tous ces sujets. Donc c'est dommage de ne pas les faire en profiter aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, notamment pour le chantier participatif et toutes ces choses-là. On sait que ça en intéresse énormément. Moi, la première. C'est pour ça d'ailleurs que je suis là ce soir. Enfin voilà, donc je remercie d'ailleurs Adrien d'avoir partagé la conférence de ce soir. Et puis voilà, n'hésitez vraiment pas à nous recontacter. Nous, on aimerait pouvoir partager tout ça. Voilà, c'est tout. Et puis merci pour ces diapositives et cet engouement ce soir. Merci beaucoup, on a noté. Adrien, tu voulais dire un truc? Merci. Je sais pas, je t'ai vu rallumer ton micro et ouvrir la bouche. Je me suis dit peut-être. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce soir. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être présents ce soir et d'avoir écouté. Voilà. Ah, on a Charlotte. On peut prendre une autre question. Dernière question. Vos papiers. De quoi? J'espère qu'on a nos attestations parce qu'on va rester jusqu'à minuit et après c'est couvre-feu là dans une demi-heure. Attention. Non, mais ça va être la dernière question et puis après on va s'arrêter là. Charlotte dit, pour rebondir donc sur les questions de Lionel, comment faire découvrir la terre crue hors programme à ces jeunes? Je me demandais si la façon d'Isabella Breda, il n'y a pas une approche possible en mode faire un cadre en briques crues extra fin, donc léger, ou alors ça cassera. Je ne sais pas si... Je ne sais pas à quoi tu pensais, Charlotte, plus en détail. Peut-être Charlotte, ça répondra aussi. Il y avait la question simplement d'aller faire des enduits sur des murs existants, par exemple. On peut aller sur des murs qui n'ont pas d'intérêt, ça ne veut rien dire, mais je pense que trouver aussi des endroits où on puisse le faire en réel pour pouvoir créer une animation locale et en participatif, et puis effectivement réaliser des enduits, c'est aussi une solution. Si on a des supports, on peut en faire. On peut faire des supports assez facilement avec des structures en bois de réemploi et avoir une structure d'accroche sur laquelle on peut faire soit mettre en place un torchis léger ou autre. Il y a plein de solutions en tout cas pour pouvoir développer ça. Ouais, je peux apporter une petite réponse. Donc, on a travaillé quelques artistes et il y a un artiste en particulier qui voulait faire quelque chose de très fin. Alors, ça ne marchera pas si on fait quelque chose de très fin en terre, ça va fissurer, ça va pas tenir. Par contre, on peut prendre un tissu, le tremper dans une barbotine, donc c'est de la terre à l'état très liquide, et laisser sécher. Alors, ça va fissurer, mais sur une toile en tissu. Et donc, en jouant sur des couleurs de terre, etc., il y a des choses à faire. Et c'était assez joli, en fait, le rendu était sympa. Elle avait fait des genres de fantômes en terre avec des toiles qui étaient sur des structures métalliques. Elle s'appelle Tiffaine Calmette, si vous voulez regarder ce site internet pour voir ce qu'elle a fait. Voilà. Et en très fin, effectivement, à la limite, peut-être qu'on pourra mettre sur le site Facebook des idées plein la terre, effectivement, des réalisations faites sur des toiles. J'avais participé dans le cadre du festival Grain d'Isère qui est organisé tous les ans à côté de Lyon, à l'île d'Abo, aux grands ateliers. Il y avait aussi ce travail effectivement très fin des matériaux. Je suis en train de chercher une photo si jamais vous êtes encore là. Alors, je ne trouve pas de photo, j'espère qu'on n'attend pas la photo là.
Et on attendait la photo, mais si tu la trouves, on la partagera. On la mettra sur le site, ça sera plus simple. C'est ça. Enfin, sur notre page Facebook, parce qu'on n'a pas de site encore. Et ben voilà, on va s'arrêter là, je pense. Juste pour précision, n'hésitez pas à continuer à suivre la page, on mettra les prochaines conférences dessus. Encore une fois, merci beaucoup à Valérie pour l'accès à Zoom. Merci Adrien pour cette présentation et puis merci à tout le monde pour les échanges et les questions. Ah, merci Erwan d'avoir partagé. Merci à tout le monde. Vraiment. Merci beaucoup Valérie. Merci les filles des idées plein à terre et à toutes les personnes qui ont participé. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin le mois prochain, il n'y a pas de souci, la prochaine conférence. Ok. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de monde et que du coup, le forfait ne suit plus, mais... On sera obligé de faire des rediffs. Ouais. Enfin, voilà, quand vous voulez. Ils en osent. Voilà. Et merci Adrien, c'était vraiment génial. Et bonne soirée, bon appétit. Merci. À bientôt. À bientôt.